Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour En Campagne, le rendez-vous politique que Val-de-Loire TV et la Nouvelle République vous proposent pour suivre la campagne des élections municipales au plus près. En plateau avec moi, Luc Bourriane, directeur de la rédaction, et Xavier Leroux, directeur départemental adjoint de la rédaction de la Nouvelle République de la Vienne. Bonjour à vous deux, bienvenue à vous. Bonjour Mickaël. Et nous accueillons pour cette nouvelle émission François Blanchard, candidat PS. Bonjour. Bonjour Monsieur Texier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre donc de l'opposition municipale de Poitiers depuis 2020 et candidat PS au municipal pour 2026. Alors vous n'êtes pas le seul candidat, hein. On retrouve face à vous 8 autres listes à Poitiers engagées pour les 2/3 d'entre elles du côté de la gauche. Vous découvrez ces listes à l'écran. Alors avant de vous découvrir et de nous donner le sens de votre candidature, de nous dévoiler vos projets pour Poitiers, on va tenter de cerner votre positionnement politique et comprendre le sens donc de cette candidature, puisqu'à Poitiers, les choses ne sont pas tout à fait claires à gauche, on peut dire, n'est-ce pas Luc ? Oui, je crois qu'on peut le dire, effectivement, parce que donc vous êtes le candidat investi par le Parti Socialiste. Le soutien ne semble pas forcément tout le temps franc et massif. En tout cas, comment rassembler quand, avant même le début de votre campagne, une personnalité socialiste aussi emblématique qu'Alain Rousset, le président, je le rappelle, de la région Nouvelle-Aquitaine, soutient votre adversaire, en l'occurrence la maire sortante écologiste Léonore Monconduit. C'est un rude coup. C'est pas un rude coup. Moi, vous savez, je me pose des questions bien plus pragmatiques, bien plus simples. Est-ce que les Poitevins, est-ce que les Poitevines sont satisfaits de l'action régionale à Poitiers ? Je ne crois pas. Peu de gens sont fiers de la place de Poitiers au sein de la Nouvelle-Aquitaine. C'est d'ailleurs un des marqueurs de ma campagne, redonner sa place à Poitiers au sein de l'arc atlantique et de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pas un coup, comme vous le dites. Moi, je note par contre, à l'inverse, que les conseillers régionaux, je pense à Laurence Valois-Rouet, qui est conseillère régionale socialiste, qui vit Poitiers, qui aime Poitiers, qui a de l'ambition pour Poitiers. Elle me soutient, elle sera sur la liste. Et je crois que c'est ce qui m'importe le plus, redonner de la fierté aux Poitevins, et c'est le sens de mon engagement. Après, vous souhaitez rassembler. Alors, est-ce que, par exemple, pour contrer un peu cette impression que je décrivais, vous allez pouvoir prochainement compter sur un soutien, pour le coup franc et massif, de l'ancien maire socialiste Alain Claës? Mais le rassemblement était un préalable. Et je note dans cette campagne que je suis un des seuls à avoir rassemblé au-delà de ce que je représentais au encore départ. Une fois, Alain Claës, excusez-moi, hein, il n'est toujours pas apparu dans la campagne. Il n'était même pas présent lors de l'inauguration de votre local de campagne. Alain Claës, vous savez que je lui suis loyal. J'étais son adjoint au maire, vice-président de la communauté urbaine. Nous avons travaillé ensemble et nous portons un projet commun pour le territoire. Alain Claës, il a toujours été très clair sur ses positions et il continuera de l'être. Il a été un grand maire de Poitiers. Il soutient le candidat socialiste que je suis. Lui-même l'a exprimé dans les colonnes de la Nouvelle République. Mais il porte un autre message qui est le mien aussi, qui est celui du nécessaire rassemblement des forces social-démocrate à Poitiers. Vous savez que les Poitevins attendent l'alternance. Et donc, il faut qu'on arrive à créer les conditions de cette alternance. C'est le sens de mon engagement. Chaque minute, je travaille depuis des mois à ce rassemblement. J'ai réussi à rassembler les socialistes. Je rassemble des collectifs citoyens. Parti radical de gauche vient d'annoncer son soutien et je travaille à l'élargissement de cette base. C'est concret et je suis heureux de réussir et je suis aujourd'hui le candidat qui a le plus rassemblé. Regardez, Léonore Monconduit part dans un espace plus faible qu'elle n'était en 2020. Anthony Brottier aussi. Je suis celui qui permet le dépassement, mais il reste du travail et je suis au travail. Alors d'autres pistes d'élargissement possible ou de rassemblement, on va vous en suggérer. Place publique, Sacha Houlier, lui aussi, on ne l'entend plus. Il vous soutient, il ne vous soutient pas? Vous attendez son soutien? Vous vous en moquez? La position de Sacha Houlier, mais aussi de Raphaël Glucksmann de Place Publique, elle est intéressante et je la partage. Qu'est-ce qu'a dit Sacha Houlier? Qu'est-ce qu'a dit Raphaël Glucksmann à l'échelle nationale, pas que sur Poitiers? C'est un désaccord profond avec le fait de pouvoir être sur une liste commune au premier, au second tour avec la France insoumise. Donc il a dit une chose très claire, il souhaite la victoire de la gauche républicaine, mais ça ne pourra pas être autour d'une liste qui, de près de loin, au premier tour, au second tour, verra participer la France insoumise. Alors, parlons justement d'Anthony Brottier. Oui. Ces derniers mois, ces dernières semaines au conseil municipal, il y a eu un rapprochement des deux groupes d'opposition que vous menez. Il y a eu des conférences de presse communes, il y a eu des communiqués de presse communs. Tout laissait à penser que vous alliez mener une liste ensemble, une liste commune.
Ça n'a pas fonctionné. Anthony Brottier est parti de son côté, vous partez du vôtre. Qu'est-ce qui a coincé ? Mais vous savez, moi je partage, j'étais à l'initiative des rapprochements, parce que je souhaite être celui qui permet les conditions du rassemblement. Nous avons partagé un certain nombre de constats. Maintenant, je pose une question. Les Poitevines, les Poitevins nous attendent pour l'alternance. Qui souhaite y contribuer ou non. Il n'est pas trop tard. Les dépôts de liste sont début février, entre le 9 et le 26 février. Il y a le second tour. En tout cas, j'appelle chacun à ne pas fragiliser la possibilité de l'alternance qui est attendue à Poitiers. Vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce qui a coincé ? Parce que finalement, qu'est-ce qui vous différencie tous les deux au point qu'il y ait deux listes différentes ? Alors, il y a forcément des choses qui nous différencient, puisqu'il n'est pas au Parti socialiste et je suis au Parti socialiste. Nous avons considéré que, par l'histoire que nous avons avec la ville, par les scores aux différentes élections que le Parti socialiste fait, il était légitime que le Parti socialiste et tous les partenaires l'ont partagé puissent se présenter et revendiquer la tête de liste pour les élections municipales. Moi, je crois aux aventures collectives, pas aux aventures individuelles. Et j'espère que ce collectif s'élargira. Ça n'a pas été possible. Et vous l'avez interviewé et à lui de répondre à cette question-là. Moi, j'ai toujours été très clair et sans ambiguïté. Il faut que nous réussissions à rassembler l'ensemble des sociodémocrates et ceux qui se sentent appartenir de la gauche sociale et républicaine. C'est le projet que je porte. Je suis celui qui permet de garantir l'alternance et donc j'appelle chacun à le rendre possible. Donc la porte n'est pas fermée. C'est Anthony Brottier, François Blanchard qui mènent une liste commune. C'est encore possible. Nous avons porté des constats communs. Nous avons commencé à construire des réponses. Donc j'appelle Anthony Brottier, et je le dis assez directement, s'il se sent appartenir, comme il le dit, à la gauche républicaine, à rejoindre l'aventure collective qui est la nôtre et qui est celle où le rassemblement est en train de se faire. Et vous seriez, vous, capable d'être numéro 2 sur une liste menée par Anthony Brottier ? Mais regardez les enseignements du sondage de l'IFOP. C'est que l'alternance passera autour de la candidature socialiste. Si Anthony Brottier partage le projet d'alternance, je l'appelle à nous rejoindre. Pourquoi ? Faut-il absolument battre Léonore Monconduit ? Ce n'est donc pas une bonne mère à vous entendre. Il va falloir nous expliquer pourquoi. Le jour de votre candidature officielle, vous avez quand même eu des mots forts. Vous avez parlé de ville blessée, que Poitiers avait été blessé par le mandat actuel et les choix de la majorité. Moi, je ne suis pas candidat. En quoi c'est à ce point catastrophique, ce bilan ? Moi, je ne suis pas un candidat contre. Je suis candidat pour une vision de Poitiers. Et une vision que je constate radicalement différente de celle que porte Léonore Monconduit. Moi, je crois à une ville qui rayonne, qui donne envie, qui attire, qui est fière d'elle-même. Je crois à une ville qui est capable d'organiser les solidarités et de permettre d'apporter des réponses aux Poitevines, aux Poitevins, de les sortir de leur fragilité. Je constate que pendant 5 ans, on a plutôt compliqué leur quotidien. On n'a pas pris à bras-le-corps un certain nombre de défis. Je parlais du positionnement de Poitiers au sein de la Nouvelle-Aquitaine et sur l'arc atlantique. Il y a des villes, Angers, Niort, qui attirent des entreprises. C'est essentiel qu'on puisse attirer des entreprises. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, si on veut créer de la richesse pour financer le service public et si on veut créer de l'emploi, si on veut répondre au taux de pauvreté qui est trop important à Poitiers. Je note que pendant 5 ans, aucune annonce d'installation d'entreprise n'a été faite. Ce n'est pas mon projet pour le territoire. Je veux que Poitiers donne envie, attire, et que les Poitevins redeviennent fiers d'elles-mêmes, de leur ville et du fait d'habiter ce territoire. C'est le bilan, ce manque de dynamisme, c'est le bilan uniquement des Léonore Monconduit ou ça, il y a des ruptures. Ou ça date de plus loin. Il y a des ruptures. Je rappelle Poitiers, que le mandat précédent, vous étiez allié. Oui, et le mandat précédent, on a organisé l'arrivée, par exemple, de Forcy Power, qui est aujourd'hui un fleuron industriel pour lequel nous sommes très fiers d'accompagner son développement. Et ça a été rendu possible. Pourquoi ? Parce que nous avons été proactifs. Nous avons eu une politique proactive de promotion du territoire, mais d'ingénierie ensuite pour faciliter l'installation de cette entreprise. C'est le modèle dans lequel je crois. Et il y a eu des ruptures sur les solidarités et le social. Pareil, regardez la situation des habitants de notre parc de logement social Equidom.
on ferme les yeux sur leur situation. On aura l'occasion d'en parler. C'est pas mon projet pour la ville. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie d'émission. La suite, les amis. Alors, on sait à présent, c'est pas vieux, que Poitiers populaire, porté par la France Insoumise, va conduire une liste. Est-ce que vous pourriez discuter avec eux, par exemple, dans l'optique d'un second tour contre Léonore Monconduit ? Mais j'ai déjà dit et je suis très clair sur la question. Je suis d'ailleurs à Poitiers le premier à être intervenu, là encore, dans vos colonnes, la Nouvelle République, pour dire que je ne croyais pas la possibilité que les socialistes puissent travailler avec la France Insoumise. Parce que Poitou populaire, c'est une vitrine, c'est la France Insoumise, ils travaillent avec le NPA. Je n'allierai pas le Parti Socialiste, ni au premier, ni au second tour, avec la France Insoumise, parce que je ne ferai pas croire aux Poitevines et aux Poitevins que nous sommes capables de porter un projet de société commun sur un certain nombre de sujets. C'est très concret, mais moi je crois à la question de l'universalisme républicain, à l'importance des questions de laïcité pour le vivre ensemble. Et je sais qu'ils ne portent pas ces thèses-là, je ne ferai pas semblant, juste pour des enjeux arithmétiques. Alors c'est vrai que vous avez toujours été dans les pas d'Alain Claes là-dessus, vous avez toujours été clair sur cette position-là. Toutefois, quand on prétend vouloir réunir la gauche, est-ce qu'on peut prendre le risque de se couper d'un mouvement qui, au niveau national, pèse tout de même ? Pèse. Et vous savez, moi, le sens de ma candidature, c'est pas de la tambouille. Je dois la vérité aux Poitevines et aux Poitevins. Nous ne portons pas le même projet. Nous ne portons pas le même projet national. Nous ne portons pas le même projet local. Regardez le débat à l'Assemblée nationale et la posture des députés insoumis qui sont dans la conflictualisation. Là où les socialistes, par le travail, c'est la seule force qui a réellement travaillé autour du budget de la sécurité sociale et le budget de l'État et qui a obtenu par le travail des vraies conquêtes sociales sur les retraites, sur l'assurance chômage. Ça, c'est changer la vie des gens. Et moi, je crois que la vocation de la politique, c'est de changer la vie des gens, pas de faire des incantations. Allez, on va s'intéresser à votre candidature à présent. Tout d'abord, un mot sur les résultats des dernières élections à Poitiers. Si on regarde les présidentielles, par exemple, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête au premier tour. Au second tour, c'est Emmanuel Macron qui l'avait emporté face à Marine Le Pen. Pour les législatives au niveau de la ville, pas de la circonscription, c'est l'Union de la gauche qui l'avait emporté à Poitiers 1 face au RN toujours présent. Poitiers 2, l'Union de la gauche aussi l'avait emporté face à Sacha Houlié à l'échelle de la ville, le RN en 3e position. Et pour les municipales, Léonore Monconduit, donc pour les écologistes, et cette union à l'époque avait rassemblé 42,83% des voix devant Alain Claes. En quoi la campagne de vous, François Blanchard, en 2026, est-elle différente de celle d'Alain Claes de 2020 Vous avez fait campagne avec lui, à laquelle vous avez participé. Plus clairement, comment expliquez-vous avec le recul sa défaite en 2020 ? Mais 2020 était un moment particulier, c'était en pleine pandémie du Covid-19, les participations très faibles de l'électorat, on l'a vu, une abstention très forte. Donc c'est une des premières explications. Je crois qu'il y a eu aussi l'expression de l'envie d'un renouvellement des visages. Voilà. Est-ce que par contre, 5 ans après, les Poitevins sont satisfaits du bilan de l'équipe qu'ils ont choisie il y a 5 ans? Je ne crois pas. Partout où je vais sur le terrain, il y a cette envie d'alternance, cette presque résignation en disant mais on n'a pas voté pour ça, on nous a trompés sur la marchandise. Je crois qu'il faut revenir à des politiques bien plus sincères autour des engagements concrets. Moi je souhaite être le maire des solutions à Poitiers. On manque terriblement de réponses politiques à des problèmes que rencontrent les Poitevines et les Poitevins. C'est le sens de mon engagement, on en parlera j'imagine thématique après thématique, mais les sujets de sécurité, de solidarité, d'attractivité, c'est de ça que je souhaite parler dans cette campagne. Eh bien, on va en parler dans quelques secondes, mais tout d'abord, les journalistes de l'ANR se sont intéressés à votre candidature et ont demandé aux Poitevins s'ils vous connaissaient et puis ce qu'ils pensaient de votre candidature. Vous êtes conseiller municipal depuis 2014, dans l'opposition depuis 2020. Eh bien, ce que pensent les Poitevins, la réponse en images. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Non, c'est pas Blanchard ou un truc comme ça. Oui, il se présente aux élections municipales. Pas du tout. Je ne connais pas ce candidat. Oui, de nom et de vue. C'est qui ? Blanchard.
François. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je pense que je la connais, ouais. Je pense que je la connais. Je pense qu'elle est, elle est à la mairie de Poitiers. Son visage me dit quelque chose, mais non. Blanchard. D'accord. Vous savez qui se présente? PS, oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Joker. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un candidat au municipal? Un bon fonctionnement des services publics, une meilleure sécurité pour les gens et voilà, vraiment une amélioration des équipements, des infrastructures. D'avoir plus de policiers qui rôdent et tout ça. Qu'ils fassent des bonnes choses. Dans quel domaine? Dans le sport et tout. Faire le nécessaire pour soutenir les agriculteurs, mais avec un côté scientifique très fort et puis une aide quand même pour refaire revivre nos sols. Je trouve qu'il n'y a pas assez de passages de bus dans la ville. Quand j'étais encore lycéenne, c'était vraiment un souci, par exemple pour les pauses méridiennes ou quand on rentrait chez nous, en fait, on n'avait pas de bus, on devait attendre 30 minutes à l'arrêt de bus. Que les gens soient un peu plus heureux, qu'on ait un peu plus de justice sociale surtout. Voilà, ce serait déjà bien. François Blanchard, le premier de vos défis n'est pas celui de se faire plus connaître des Poitevins? D'abord, je note que finalement, je suis identifié par l'essentiel, quasiment la totalité, ce qui n'était pas le cas quand vous aviez fait l'exercice pour d'autres candidats. Donc, je pourrais m'en satisfaire. Ouais. Mais il reste du travail. Je crois que l'identification que font les Poitevins autour de ma candidature, c'est le fruit d'abord d'un travail. Vous l'avez dit, j'étais adjoint au maire, vice-président de la communauté urbaine, donc je connais par cœur notre territoire. Et ça fait des années que je suis auprès des Poitevines, des Poitevins, des acteurs locaux, pour construire les solutions et le projet que je souhaite avec l'équipe qui m'accompagne porter. Mais donc ils connaissent Blanchard, il me reste 3 mois pour qu'ils connaissent François, c'est-à-dire l'homme derrière les affiches, les tracts, celui qui est avec eux au quotidien, qui souhaite construire les solutions pour répondre aux fragilités qui sont les leurs. Alors, est-ce que vous allez leur proposer à ces Poitevines et à ces Poitevins les défis que vous allez devoir relever? On voit ça tout de suite. Et on s'intéresse tout d'abord à l'insécurité à Poitiers, c'est l'une de vos priorités. Les chiffres sont contrastés d'après le ministère de l'Intérieur, avec une partie des indicateurs qui sont en hausse, une autre partie de ces indicateurs qui sont en baisse, en hausse, comme par exemple les trafics de stupéfiants, en baisse les violences avec armes. Xavier, la parole est à vous. Alors l'insécurité ou la sécurité, c'est selon, a été l'un des points que vous avez évoqués d'emblée lorsque vous avez présenté officiellement votre candidature début novembre. C'est la préoccupation aussi de tous les autres candidats, pas seulement ceux d'extrême droite. En quoi votre approche est-elle différente de celle des autres et pourquoi vous en avez fait une priorité tout de suite d'entrée de jeu? Mais vous l'avez dit, c'est pour moi une priorité essentielle. Parce que je veux affirmer une chose, c'est le droit de chacune, de chacun à la sécurité, le droit de chacune et chacun à vivre paisiblement, tranquillement. Parler de vivre ensemble sans incarner des politiques derrière, sans le rendre possible, c'est du discours. Moi, je veux que chacun puisse vivre dans son quartier, dans son immeuble, dans sa rue, en sérénité. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les sujets à bras-le-corps. Je l'ai dit, je souhaite être le maire des solutions. Le maire des solutions, c'est apporter une réponse à ce sujet qui n'est pas un sentiment. Vous venez de diffuser les chiffres. Il y a aujourd'hui des sujets nouveaux, en tout cas qui prennent des dimensions nouvelles à Poitiers et qui compliquent, voire pourrissent le quotidien d'un certain nombre d'habitants. Alors comment on y répond? Parce que l'idée, c'est d'être sur du concret. Je crois qu'il faut remettre de l'humain et de la proximité sur le sujet de la sécurité. C'est peut-être mon approche différente que les discours extrémistes sur le sujet. Mais comment on fait la sécurité au quotidien? Mais en mettant et en remettant de la présence policière. On parle de sécurité quand on est de gauche. Mais bien sûr. Ça serait une erreur et une caricature de la gauche. La gauche a toujours parlé de sujets de sécurité, mais l'a fait parfois un peu honteusement. Moi, j'assume. J'assume que je serai le maire des solutions et qui incarnera la fermeté républicaine autour de ces sujets-là. Nous avons une obligation de résultat et pas seulement de moyens sur ces sujets-là. Et donc pour ça, j'ai des annonces très concrètes
à faire sur ce sujet-là. Remettre de l'humain et de la proximité, c'est assumer d'augmenter nos effectifs de police municipale pour qu'ils puissent aller partout, dans tous les quartiers de notre ville. Avec ou sans armes? Je vais y répondre tout de suite. Mais vous savez, pour arriver à mes propositions, j'ai travaillé. Je crois d'ailleurs, on me reconnaît d'être un des candidats qui a le plus travaillé. J'ai rencontré des brigades de policiers municipaux, les syndicats représentatifs. Et ils m'ont dit une chose que je n'accepterai jamais en tant que maire. Il y a des endroits, parce qu'il y a un déficit d'effectifs et d'équipements, dont ils n'ont pas accès. Jamais en tant que maire, j'accepterai que le moindre centimètre carré de nos quartiers ne puisse pas être accessible. C'est quand même lié à des effectifs de police nationale. De police nationale. Il y a un sujet et j'interpellerai, là c'est le rôle du maire, le ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là, et aussi un sujet municipal, parce que je considère que le rôle d'une police municipale est d'assurer la proximité, le dialogue, le lien. Donc il faut que nous augmentions les effectifs. Vous ne partagez pas l'avis de Léonore Monconduit, maire sortante candidate, qui était à votre place il y a quelques semaines, qui considère, elle, qu'avant tout, lutter contre l'insécurité, notamment le fléau des trafics de drogue, c'est du ressort national, c'est du ressort de politique de l'État. Mais vous savez, je connais par cœur le contour des compétences juridiques qui sont celles d'un maire. C'est des pouvoirs de police administrative. Mais nous avons un rôle sur la prévention de la délinquance. Nous avons un rôle sur la tranquillité et la sécurité publique. Et moi, je ne me cache pas derrière des prétextes. Je n'alimenterai jamais un discours d'impuissance publique sur ces sujets-là. Je crois au contraire, nous avons la possibilité, par les moyens, par les décisions qui sont les nôtres, de renforcer la présence de l'autorité républicaine, en l'occurrence la police municipale, dans les quartiers. Pour ce faire, augmenter les effectifs, créer une brigade de nuit. Jusqu'à combien 45 policiers municipaux. Et l'engagement, il est très clair. Une brigade de nuit. Ça fait combien en plus par rapport à aujourd'hui? C'est une quinzaine de policiers municipaux, parce que nous sommes à 30 aujourd'hui. Alors, 30... c'est faux. 30 votés sur le terrain, 24 réellement recrutés, 18 réellement en poste puisqu'il y a des arrêts maladie et de l'absentéisme. Aujourd'hui, 18 policiers municipaux pour couvrir une ville de 90 000 habitants. C'est complètement insuffisant si on veut créer cette proximité et la possibilité d'intervenir au plus près des sujets. Donc, voilà. 15 conseillers municipaux en plus. Policiers municipaux en plus, évidemment. Alors, on pourra reprendre la question de Xavier tout à l'heure. Quel type d'armement? Et donc, des effectifs pour leur permettre d'avoir des brigades complètes et de couvrir l'ensemble du territoire, et des moyens matériels pour leur protection et la dissuasion. Et donc j'annonce effectivement que j'armerai la police municipale de Poitiers à l'aide d'armes dites intermédiaires, type pistolet à impulsion électrique ou LBD. Pas d'armes létales. Hein. Voilà, j'ai aucun tabou, je vous le dis, sur le sujet des armes létales. Aujourd'hui, dans le contour des missions qui sont celles de la police municipale à Poitiers, de l'enjeu de renforcement de la coordination avec la police nationale, et après nos discussions avec les agents de la police municipale, j'annonce l'armement intermédiaire, mais sans tabou. S'il faut qu'on franchisse dans le mandat un cran, on le fera, mais ce n'est pas ce que j'annonce aujourd'hui. Armes non létales pour commencer. Exactement. Et au niveau des caméras de vidéosurveillance? Je crois qu'il y a un enjeu. Là aussi, pas de tabou. Il faut que nous étendions la couverture par, non pas la vidéosurveillance, comme vous le dites, parce que ça a un sens, la vidéoprotection, mais vidéoprotection. Parce que ce n'est pas la même chose. Une caméra rarement protégée. Une caméra surveille. La caméra protège dans son rôle dissuasif. Elle permet de dissuader d'un certain nombre de comportements sur l'espace public. Elle permet aussi de protéger quand elle permet d'interpeller dans le cadre d'enquêtes judiciaires pour éviter que des faits soient... Les mots ont un sens, c'est une protection. Non, mais la vidéosurveillance, a posteriori, c'est très différent. Ça veut dire que vous avez derrière chaque caméra, en direct, en permanence, des gens qui surveillent l'espace public. Mon projet, il est différent. Il est de permettre par la caméra
de faciliter l'intervention et la pertinence d'intervention de l'humain. Et je crois que ça, c'est essentiel. Donc oui, il faut l'étendre. Il y a des zones aujourd'hui qui ne sont pas couvertes et qui doivent l'être. Et puis, l'étendre, mais s'assurer de son fonctionnement. Combien de fois sur le mandat, les caméras à Poitiers n'ont pas été maintenues et n'ont pas fonctionné. Ils sont des situations... Vous posez la question, vous avez la réponse. Vous semblez indiquer que vous connaissez le nombre de dysfonctionnements qu'il y a. Là, aujourd'hui, elles sont en fonctionnement. En tout cas, les chiffres transmis au dernier comité éthique qui s'est réuni qu'une seule fois sur l'ensemble du mandat, alors qu'on a demandé tous les ans qu'il puisse se réunir, étaient plutôt rassurants sur le nombre, mais il y a eu plein de dysfonctionnements. Donc aujourd'hui, on a voté, c'était 25 caméras au départ, on a voté une première extension, je la considère insuffisante, elles ne sont pas toutes en place, et il faut que nous accélérions, mais toujours pour que ça soit au service de la proximité et de l'intervention humaine sur ces sujets-là. Le candidat de gauche que vous êtes n'a pas évoqué la prévention. J'y venais parce que vous m'avez interrogé sur des dispositifs précis et je n'élude pas les sujets, donc je réponds directement, mais j'allais vous demander de pouvoir prolonger mon intervention pour vous dire que la sécurité n'est rien si nous ne mettons pas en place des vrais dispositifs de prévention et de médiation. Aujourd'hui, sur la médiation à Poitiers, il y a un GIP, un groupement d'intérêt public qui a été créé pour porter un service médiation. Nous avons 8 médiateurs de recrutés. Je souhaite qu'on évalue si c'est suffisant. C'est plus que ça l'était. Mais je crois pertinemment que beaucoup de sujets sont liés à la question de la prévention et de la médiation sociale. En tout cas, on peut les désamorcer avant qu'un certain nombre de jeunes ne rentrent dans le champ de la délinquance. Et donc, vous me trouverez du côté de ceux qui veulent défendre la médiation et l'éducation de rue, l'éducation spécialisée. Je regrette les désengagements du département sur ces sujets-là. Très clairement, j'ai essayé, par mon poids politique, de faire infléchir la position du département de la Vienne. Je regrette qu'ils aient maintenu leur position, fragilisant vraiment l'intervention sociale dans nos quartiers. François Blanchard, vous parlez donc de recrutement de dépenses en termes de sécurité. L'un des défis que vous allez devoir relever est celui que relèvent tous les maires, tous les conseils municipaux, celui du budget. Ces dernières années, la dette de la ville a augmenté de 10%, ce qui grève d'autant ses capacités d'emprunt. Quelle sera votre stratégie, vous ? Est-ce que vous allez devoir, par exemple, augmenter les impôts si vous êtes élu ? Alors je l'annonce sur cette antenne, je n'augmenterai pas les taux d'impôt, je ne proposerai pas qu'on puisse augmenter les taux d'impôt à Poitiers. D'abord parce que les taux sont plus élevés que ceux de la moyenne nationale pour les villes de même strate à Poitiers. Alors c'est lié à une chose, c'est que nos bases fiscales sont faibles, par le taux de pauvreté notamment, mais je crois qu'il faut que nous fassions un certain nombre d'efforts de gestion. C'est un plan d'économie que vous prévoyez dans ces cas-là ? Comment ? C'est un plan d'économie que vous prévoyez ? Mais deux choses. Un plan d'économie, tout dépend ce que vous appelez par plan d'économie, mais oui, il va falloir rationaliser un certain nombre de choses. Je crois qu'on n'évalue pas assez nos politiques publiques. Et donc, il va falloir qu'on renforce nos dispositifs d'évaluation pour se dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je crois une chose, c'est qu'un euro dépensé doit être un euro utile pour répondre aux fragilités des poids de vin. Je ne suis pas sûr que tous les euros décidés ces dernières années étaient utiles. Le nombre de cabinets de conseil qui ont été... par exemple ? Voilà. On a eu différents KPMG, par exemple, sur les politiques éducatives. Est-ce que nous n'avons pas des acteurs locaux, la communauté éducative localement, est-ce qu'elle n'était pas en moyens, en compétences pour décider des sujets liés à la carte scolaire. Je crois que si, par exemple, dernier conseil municipal, je suis intervenu aussi pour dénoncer une décision modificative pour augmenter les dépenses de fonctionnement, pour avoir recours à un énième cabinet de conseil. Sur la masse salariale, moi je crois beaucoup aussi à la réorientation et au choix politique. Tout est question de choix politique. Le phénomène où on a vu le nombre de chargés de mission pour conseiller les élus autour des politiques publiques augmenter, mais par contre le nombre d'agents de catégorie C réduire, alors que ce sont eux qui font le service public au quotidien auprès des Poitevines et des Poitevins. J'ai une autre conception de l'utilisation de l'argent public, ce qui m'amènera, je le dis aussi, si les Poitevines et les Poitevins font confiance à notre équipe, à demander un audit des comptes. Ce qui veut dire que les chargés de mission de Poitiers, de la ville de Poitiers qui nous écoutent, ont du souci à se faire si vous êtes élu ? Ils n'ont pas de souci à se faire. Moi, je ne suis pas dans une stratégie... comment dire, de couper les têtes, c'est comme ça qu'on dit souvent quand s'il y a de la...
Moi, je recherche la compétence. Et on a énormément de compétences au sein de la collectivité. La question, c'est quelles sont nos priorités ? Moi, ma priorité, elle est simple. Elle est vers le service public de proximité que l'on doit au Poitevin et au Poitevin. Donc, c'est des choix politiques et je les assume. Mais je crois que c'est ça aussi, redonner du sens à l'action publique. Rapidement, lors de l'examen budgétaire de février, vous vous abstiendrez, vous voterez contre ? Alors, je ne présume jamais d'un vote avant d'avoir les éléments qui nous sont soumis, sinon ça serait une posture. Un pronostic. Un pronostic, c'est plus facile. Nous avons des désaccords sur les politiques menées et ça se traduit dans le budget. Donc il est probable que nous soyons amenés à nous prononcer contre, mais je ne suis jamais dans la posture. Vous savez, c'est le travail. Est-ce que ça traduit nos orientations ? Est-ce que nos remarques sont prises en compte ? Si ce n'est pas le cas, bien sûr. Alors on va enchaîner. Avec des questions de gouvernance, Luc. Oui, les compétences des agglos sont importantes, vous l'avez souligné tout à l'heure. Beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. On a compris que votre adversaire, Anthony Brottier, lui, estimait que le maire devait présider également l'agglo. On a senti ici, sur ce même plateau, que Léonore Monconduit n'excluait plus ou n'excluait pas de pouvoir, elle aussi, peut-être cumuler les deux fonctions. Très clairement, vous, c'est quoi votre position ? Si vous êtes élu maire, est-ce que vous serez aussi... Ça voudrait dire que Monconduit a compris l'impasse dans laquelle elle a amené, par ses choix, notre communauté urbaine. Avant de vous répondre à votre question, je suis très inquiet pour Grand Poitiers, notre communauté urbaine. Parce que nous sommes passés d'une collectivité de projet à une collectivité de guichet, où l'intérêt communautaire n'est plus recherché, mais on essaye de trouver des majorités vote après vote par de la négociation. Je ne crois pas que ça soit sain. D'abord, j'ai un regret, je le dis, et nous n'y changerons rien autour de ce plateau. Mais l'élection du président et de l'équipe communautaire devrait être une élection au suffrage universel direct, puisque moi, je souhaite qu'on porte un projet. Ouais. Voilà. Mais je crois beaucoup à la méthode du collectif, s'appuyer sur les maires. Voilà. Et donc, en tant que maire de Poitiers, je pense avoir une responsabilité demain. Mais je veux la faire... Attendez, je termine. Répondez clairement. Je termine. On a compris la position d'Anthony Brottier. Quelle est la vôtre ? Il ne l'a pas exprimé clairement, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Notre stratégie communautaire, communautaire, elle est basée sur un projet. La cohérence du projet à l'échelle de l'ensemble d'un territoire et le fait que ça soit construit avec l'ensemble des maires. Est-ce qu'en tant que maire de Poitiers, je me défausserai ? Non. Mais nous annoncerons une stratégie complète à l'échelle communautaire en temps voulu. Bon, écoutez, vous serez le maire des solutions, mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément le candidat des réponses. Parce qu'on vous a posé la question, vous n'avez pas répondu. J'ai annoncé plein de solutions, plein de réponses. Ouais. Mais encore une fois, je ne crois pas au modèle qui a été proposé par Léonore Monconduit. Celle de ne pas assumer et celle de démanteler l'intérêt communautaire. Nous avons un job énorme et ça nous a conduit dans des impasses. Le plan local d'urbanisme intercommunal, ne pas avoir réussi à l'adopter en 6 ans, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est dans le plan local d'urbanisme intercommunal qu'on fixe ces grandes orientations économiques, d'aménagement du territoire, économique, écologique. Ne pas avoir réussi à le faire par une gouvernance dysfonctionnante, voilà. Et donc j'en tirerai les enseignements, mais on aura une stratégie globale qui ne se limite pas à la question qui est la vôtre. Allez, on enchaîne sur la question des mobilités. Vous avez annoncé vouloir faire des mobilités votre cheval de bataille. On en parle avec vous, Xavier. Oui, vous avez évoqué notamment 2 principaux projets pour l'instant lorsqu'il s'agit des mobilités. En premier lieu, vous avez parlé d'une ligne de trambus entre le CHU de Poitiers et le Futuroscope. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà ? On va commencer par ça. C'est quoi dans votre esprit un trambus ? C'est une solution qui permet aux 2,5 millions visiteurs du Futuroscope d'accéder facilement à notre centre-ville pour qu'ils puissent consommer en centre-ville. Concrètement, c'est quoi ? Concrètement, c'est un tram 5 fois moins cher qu'un tram. Ça existe où ? Dans quelle ville Nantes. Clermont-Ferrand, un certain nombre de villes font le choix de cette technologie parce qu'elle est efficace. Et moi, c'est de l'efficacité, encore une fois, des solutions que je veux. Aujourd'hui,
Quel message on envoie? On est une des villes qui a le réseau de transport public le moins performant sur les grandes villes de France. Nous ne sommes pas capables de proposer aux travailleurs une solution qui leur permette d'accéder à leur zone d'emploi facilement, sans se poser de questions. On est à la ramasse en ce moment sur cet axe-là, CHU, Futuroscope. Mais on est à la ramasse à partir du moment où nous ne sommes pas capables d'offrir une solution concrète pour permettre aux 2,5 millions visiteurs du Futuroscope, c'est énorme sur un territoire, peu de territoires ont cette chance-là, d'accéder facilement et de découvrir notre ville et donc consommer et injecter de l'argent au service de l'économie locale et de l'emploi local. Je veux faciliter ça. Je veux faciliter le fait que des travailleuses, des travailleurs, je pense notamment à un certain nombre de femmes, souvent d'hommes parfois, mais qui vont chaque matin sur des horaires décalés dans les zones du Futuroscope faire l'entretien, le bio-nettoyage des hôtels et qui n'ont pas de solution satisfaisante. Elles sont obligées de partir parfois plus d'1 heure avant leur heure d'embauche parce qu'il n'y a pas la fréquence ou le bus qui va bien. Moi, je veux qu'on lève ces contraintes. Je veux qu'enfin, on assume une volonté politique de faciliter les déplacements. Donc, ça passe par des engagements très concrets. Alors, le tram-bus, ça va coûter combien? Et pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait les bus qui vont bien? Mais parce que le bus qui va bien ne permet pas d'être cette solution efficace qui garantit la fréquence de passage. On le voit déjà, mais un bus, il est dans la circulation, soumis aux contraintes, il a un problème d'image. Moi, je veux que par le tram-bus, on ne se pose pas de questions. Je veux être assuré que toutes les 6 minutes sur les heures de pointe, il y ait une offre de transport public. Pour ce faire, il faut des aménagements. Géré par Vitalis, le tram-bus. Ah ben, bien sûr, par notre autorité de gestion du transport public. Mais il faut qu'on avance. Ça fait des années où nous avons un réseau dysfonctionnant où on n'apporte pas les réponses. Voilà, donc ça, c'est en termes de transport public et je mettrai une priorité sur l'offre de transport public. Ça voudra dire aussi qu'il faudra qu'on retravaille le reste du réseau pour que le reste du réseau soit efficace et pertinent. Ça va coûter combien la mise en place? Alors, c'est 4 millions du kilomètre. C'est une ligne de 18 km que je propose, qui pourra avoir une phase 2 pour aller jusqu'à Mignaloux. Là, je propose une phase 1 de 18 km. Je vous laisse faire le calcul. Mais quand on regarde les lignes sur les autres territoires, il y a beaucoup de cofinancements à aller mobiliser, des cofinancements européens. Surtout d'États régionaux. Et donc, je souhaite aller chercher des cofinancements. Le Futuroscope, nous aurons un dialogue avec le Futuroscope, puisqu'on offrira une solution très concrète. C'est en tout cas dans le cadre du budget mobilité de la collectivité quelque chose qu'on peut assumer financièrement, qui sera une vraie réponse. Et puis j'ai en tête qu'on a demandé aux entreprises, par l'augmentation du taux de versement mobilité, de beaucoup plus fortement contribuer à Poitiers et Grand Poitiers au financement des politiques de mobilité sans qu'on ait apporté de réponse pour faciliter les déplacements de leurs salariés. Enfin, parce que cette ligne que je propose desservira les principales zones d'emploi du territoire, le CHU, l'université, le centre-ville, les zones républiques, le Futuroscope. Enfin, on mettra quelque chose de concret en face de la contribution nouvelle qu'on leur a demandée. Alors, vous parlez de la contribution des entreprises pour le transport. Vous nous tendez une perche, vous serez le maire des bus gratuits à Poitiers? Je ne serai pas le maire des bus gratuits. Il faut trouver 72 millions d'euros. C'est démagogique de le dire. Que ça vienne en plus des rangs de la droite, ça a étonné tout le monde. Mais l'enjeu à Poitiers, il est ailleurs que la généralisation de la gratuité. Il est l'amélioration de l'offre de transport public. Aujourd'hui, pas une Poitevine, pas un Poitevin n'est satisfait. Ça n'est pas une alternative réelle à la voiture individuelle et ça ne permet pas aux gens qui n'ont pas de voiture de pouvoir accéder aux zones d'emploi. Le bus, pour moi, doit être émancipateur, doit permettre de la liberté et de rendre la ville facile. Et on ne financera pas un trambus ou même sans trambus une amélioration de notre offre de transport public en se privant des 6 millions de recettes usagées. Par contre, je suis pour des tarifs différenciés, des tarifs sociaux. Nous étudions des gratuités partielles sur des publics particuliers. La gratuité le samedi matin pour accéder à notre centre-ville est quelque chose que nous maintiendrons. Mais promettre la gratuité généralisée, c'est aussi
renoncer à la volonté d'améliorer l'offre à Poitiers. Allez, une dernière question, Xavier, sur cette question des mobilités. Vous avez aussi parlé très vite du parking Notre-Dame. Oui. Une réouverture, il est fermé, on le rappelle. Exactement. Il est fermé depuis 2023. Pourquoi vous en faites une priorité onéreuse? Réponse rapide, s'il vous plaît. J'en fais une priorité parce que se déplacer en voiture et stationner, accéder à notre centre-ville est aujourd'hui difficile. C'est un message que je veux envoyer à notre centre-ville. Je serai le maire aussi qui trouvera les solutions pour notre centre-ville. Et donc, pour aller vite, parce que, vous l'avez dit, c'est un projet onéreux, j'ai dit aussi une autre chose, nous passerons par un opérateur privé à qui nous concéderons la gestion et les travaux pour que ce ne soit pas l'argent public qui finance cette opération. Allez, on s'intéresse à un thème suivant. Poitiers sera-t-elle une ville plus verte? Si vous êtes élu, Luc, c'est à vous. Oui, on va faire assez rapidement, si possible, sur la question des tris, des déchets, pardon. La gestion des poubelles, elle fait l'objet de beaucoup de critiques. La future municipalité, si vous y êtes à sa tête, conservera-t-elle ou pas la brigade verte qui a vu le jour au mois de juin dernier et qui est capable de dresser des factures d'enlèvement de 200 € pour des dépôts sauvages? Mais vous savez, cette brigade verte, c'est assez drôle. C'était en fait les agents hier du service public de nettoiement de l'espace public qui le faisaient. Ça vous fait un point commun avec M. Brottier qui nous a déjà dit ça. Mais par les décisions qui ont été les leurs de supprimer ces postes, eh bien on met un pansement, une rustine sur quelque chose par une brigade. Vous la gardez, vous la gardez pas? Un travail remarquable, et heureusement qu'ils sont là. Je la garderai, mais par une organisation différente. Je crois à des services publics de proximité sur le terrain. Il faudra qu'on maille des équipes d'intervention par quartier, dans le cadre de redéploiement et de retravail de notre organisation du travail, pour qu'il y ait des agents du service public au quotidien pour la propreté et l'entretien. Ça passe aussi sur la question des choix de nos collectes. Les choix qui ont été faits ont dégradé le service. Donc, il faudra revenir. Il faut une collecte supplémentaire. Exactement. Est-ce que vous seriez pour une redevance incitative? Est-ce que ça peut être une option pour vous? C'est des choses que l'on réfléchit, mais c'est pas une priorité. Comment? C'est pas une priorité. Non, ce n'est pas une priorité. Sur ce sujet-là, ça peut être, par contre, la tarification sur d'autres sujets qui sont liés au sujet de développement durable. Mais par exemple, la question de l'eau. On sait que notre ressource en eau va se raréfier et que c'est en même temps un bien commun. Et donc, je suis pour une tarification plus juste et nous travaillons sur la tarification de l'eau à différencier la tarification, avoir une tarification sociale sur les mètres cubes essentiels à la vie. Je dis peut-être métier, mais ce n'est pas une compétence c'est une compétence communautaire, mais dans le cadre des débats. C'est un élément de réponse sur notre question de tout à l'heure. Non, mais c'est une compétence communautaire, mais vous m'avez posé la question sur les déchets, qui est aussi une compétence communautaire. Et moi, j'ai lu aucune question et aucune politique publique. Et donc, une tarification sociale des premiers mètres cubes qui sont essentiels à la vie. Par contre, tous les mètres cubes qui sont consacrés aux loisirs ou superflus, une tarification majorée pour travailler les comportements et la sensibilisation à cette ressource rare et essentielle. Luc. Toujours sur la question de l'écologie au sens large, de quelle marge de manœuvre dispose un maire pour contraindre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le bailleur social Equidom à améliorer l'isolation des logements alors qu'il est ciblé, on le sait, on en parle souvent dans les colonnes de la Nouvelle République, par plusieurs plaintes en raison justement du mauvais état des logements qu'il propose. Mais regardez ce que nous venons de vivre à Poitiers. Vous êtes un observateur de la vie locale. Pendant 5 ans, la question du logement social a été abandonnée. Il a fallu que des habitants fassent valoir le droit à interpellation pour que les élus se saisissent de ce sujet-là. C'est méconnaître la réalité. C'est aussi une compétence communautaire, le logement social, mais il ne vous aura pas échappé que les élus de Poitiers siègent et composent majorité, pas une majorité, mais vous pensez que l'essentiel. Vous auriez évité cette situation, c'est ça que vous nous dites. Exactement, vous auriez été plus vigilant, plutôt. Non mais notre bailleur est malade. Et malade, je le dis, parce qu'il n'est pas en capacité d'avoir de la réactivité, de la proximité, de garantir la dignité de vie dans un certain nombre. Et ce n'est pas les agents qui font un travail remarquable, mais accepter l'idée que des gens n'ont pas de chauffage, qu'il y ait des moisissures, alors qu'on le sait d'année après année, ce n'est pas mon projet. Et donc oui, ça sera une priorité, la question du logement social. Nous remanierons l'organisation et le fonctionnement de notre bailleur social pour garantir cette promesse auprès des habitants. Monsieur Blanchard, dernière question sur ce volet écologique et le plus court possible. Vous avez donc affirmé qu'il était temps, je vous cite, de conjuguer les questions écologistes et les questions sociales. En clair, et je schématise un peu pour gagner du temps, vous provoquez un peu aussi, vous trouvez donc que Mon Conduit, elle ne s'adresse qu'aux bobos du plateau. C'est ça? Oui.
Exactement. Et vous avez bien résumé. Vous utilisez des mots qui... Schématisé. Vous avez schématisé, mais ça évite que j'utilise ces mots, mais qui sont très exacts. Regardez le bailleur social, on vient d'en parler. Regardez les mobilités, ce qui s'est fait autour du Pont-Neuf. On a compliqué la vie des habitants, notamment des seniors, en supprimant un arrêt de bus pour faire passer... pour élargir une piste cyclable. C'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est pas de fermer une résidence autonomie pour seniors parce qu'on ne souhaite pas la rénover. Voilà. Très bien. Xavier, des questions d'attractivité avec vous. Alors pourquoi, selon vous, Léonore Monconduit a fait de Poitiers une nouvelle belle endormie ? C'est en tous les cas le terme que vous avez employé le jour de l'annonce de votre candidature, ajoutant même qu'il était temps et grand temps de redorer le blason de la ville. Et oui, de réveiller Poitiers. J'en dis des belles choses, visiblement, dans mes déclarations. On n'a pas dit qu'elle était belle, en plus. Moi, je le dis, mais parce que je crois que c'est le sentiment dominant. Vous savez, quand je rencontre des habitants, j'ai le souvenir d'une rencontre particulière qui m'a marqué dans le secteur de la Blaiserie. Une dame me dire qu'elle était fière de Poitiers avant, qu'elle était fière d'aller dans son centre-ville, de la découvrir, d'en parler à son entourage en dehors de la ville, mais qu'aujourd'hui, elle est plus fière. C'est terrible quand une habitante vous dit ça. C'est terrible, les moteurs s'éteignent, se sont éteints, les écosystèmes ne fonctionnent plus. Je crois qu'à l'inverse, moi j'ai un projet, c'est de réveiller tout ça. On a des atouts considérables. Notre CHU, notre université, notre jeunesse, des pépites industrielles, pas suffisant, donc il faut aller en chercher. Notre futuroscope, mobilisons tout ça, tous nos atouts pour donner envie de Poitiers et attirer. Et donc pour ça, il faut être VRP de son territoire, en être fier, y croire et donner envie. Moi, je crois que si demain on veut financer les enjeux de services publics et lutter réellement et efficacement contre la pauvreté, il va falloir créer de l'emploi et de la richesse économique sur le territoire. Donc je serai le maire qui portera ces combats-là parce que c'est essentiel et vital pour l'avenir de notre ville. Alors justement, de quel levier dispose un maire aujourd'hui, ou le maire que vous serez peut-être, pour créer cette richesse, justement pour pouvoir financer une vraie politique sociale, assurer le maintien des services publics, lutter contre la pauvreté, ce sont vos termes. C'est quoi vos leviers que n'ont pas trouvé vos prédécesseurs ? Alors, que n'a pas trouvé Léonore Monconduit, d'abord être fier, être VRP de son territoire, miser sur une croissance économique de notre territoire et pas seulement sur une croissance endogène. Nous avons des atouts. Je le redis, on est au cœur des flux, on a un foncier peu cher, un niveau de service public important. Mobilisons ça pour donner envie et attirer. Regardez les modèles de villes comme la ville de Châteauroux, que j'imagine vous suivez un peu. Google fait le choix de Châteauroux. Et pourtant, ce n'est pas mon bord politique, je combats nationalement, mais parce que je crois que le rôle d'un maire, c'est d'être VRP de son territoire. Et donc, je créerai un service prospectif lié au développement économique qui devra vendre le territoire à l'extérieur, aller à la rencontre d'entreprises qui cherchent à s'implanter sur le territoire national et convaincre de pourquoi c'est à Poitiers que ça doit se faire. Pareil pour notre commerce de centre-ville ou de proximité. Il faut que nous soyons plus proactifs, aller chercher les enseignes qu'il nous manque. Ça, c'est souvent quand vous rencontrez les chefs d'entreprise, quand ils vous racontent pourquoi ils choisissent tel territoire par rapport à un autre, c'est parce qu'ils ont besoin d'un discours politique, d'une volonté politique portée, affichée. Je serai le maire de cette ambition politique. Alors, vous accablez Léonore Monconduit. Vous avez des exemples concrets d'occasions loupées on a raté le coche sur quoi? Oui, mais vous l'avez dit, d'abord, sur tous les projets, nous ne sommes pas allés chercher déjà, parce que c'est terrible. Ce discours qui a été alimenté, comme quoi nous n'avions pas besoin d'aller chercher des entreprises, parce que ça serait nous mettre en concurrence. C'est pas nous mettre en concurrence, aller chercher des entreprises, c'est vouloir créer de la richesse sur notre territoire pour financer le service. Mais il y a eu quelques exemples, ils ont été cités dans vos colonnes. Une entreprise dans le photovoltaïque cherchait à s'implanter, elle s'est intéressée au territoire, mais a rencontré des freins. Le nombre d'entreprises qui nous disent rencontrer des freins à l'installation, c'est ça que je veux lever. Je veux faire en sorte que Poitiers soit une ville facile. Allez, un dernier mot avant de conclure, puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission, mais une question sur les équipements, puisque le niveau des équipements sportifs notamment est préoccupant. Quelle sera votre priorité, vous, si vous êtes élu maire? Le stade, les piscines, la salle de volley, comme semble le porter la liste conduite par Léonore Monconduit, moyennant un investissement de 8 millions d'euros. Où ira votre priorité sur ce thème-là?
Merci de cette question parce qu'effectivement, le sport à Poitiers est une fierté et rassemble. Et nous avons un nombre de sujets importants. La tribune du stade Michel Amand, où le stade Poitevin Foot évolue, le Sunbody, mais plus globalement un niveau d'équipement auquel il va falloir qu'on puisse intervenir sur du sport de proximité. On a des gymnases qui nous inquiètent. La piscine, sur le savoir nager. La piscine, donc sur nos piscines de proximité, nous les rénoverons en priorité parce que pour l'accès au sport au quotidien, pour faciliter aussi les créneaux pour la compétition sur les autres piscines, ça sera notre priorité sans éluder les autres sujets. Mais là encore, il va falloir, je vais avoir un discours responsable, il va falloir créer de la richesse, aller mobiliser aussi peut-être du financement privé pour accélérer sur ces sujets-là. Donc, priorité, le sport du quotidien et de proximité. Les piscines, on a compris que c'était la priorité. Non, les piscines, mais voir avec les clubs, les clubs, comment on peut porter des modèles économiques pour les aider. François Blanchard, on arrive au terme de cette émission. Ça va être, vous avez beaucoup parlé, mais vous allez parler encore 1 minute, puisque vous allez avoir 1 minute pour convaincre après ce jingle. La caméra est en face de vous. Vous verrez un chronomètre qui va s'afficher dès que vous aurez commencé à parler. Et allez-y. Cher Poitevin, je m'adresse directement à vous pour vous dire une chose. Les 15 et 22 mars, je ne vous demande pas simplement de me faire gagner des élections. Je vous demande, et c'est comme ça que je me projette, que vous puissiez me faire confiance pour 6 ans. 6 ans de travail ensemble, parce que je souhaite être le maire de vos solutions. Vous nous interpellez quotidiennement sur le sujet du logement social, l'attractivité de notre territoire, notre centre-ville, les déplacements, les politiques de solidarité. Je souhaite être ce maire concret qui, dans ses réponses, répond à vos fragilités, à vos besoins. Pour ce faire, je vous demande votre confiance, vos voix. Je vous demande de permettre cette aventure collective que je construis en ayant rassemblé un certain nombre de collectifs pour faire en sorte que vous soyez de nouveau fiers de Poitiers dès 2026. Merci beaucoup François Blanchard de vous être prêté au jeu de l'interview politique. Merci messieurs pour votre participation. Merci à vous derrière l'écran pour votre fidélité. Cette émission est à voir et à revoir sur Val de Loire TV, sur les sites de Val de Loire TV de la Nouvelle République. Et vous pourrez en lire un compte-rendu dans les pages de votre journal préféré dès demain. Prochain rendez-vous dans campagne le 13 janvier prochain. Nous nous intéresserons à la ville de Tours. À très vite donc pour un prochain numéro.